La première ministre Judith Suminwa a pris possession de son nouveau cabinet de travail ce mercredi 12 juin, après la cérémonie de passation des responsabilités avec son prédécesseur. Le gouvernement Suminwa a enfin investi ce mercredi. C'était à l'issue d'une plénière marathon convoquée depuis mardi à l'Assemblée nationale. Le vote a récolté 397 voix. Et cette triste nouvelle, Blanche Oziakandolo Tunasi n'est plus. L'épouse du pasteur Marcelo Tunasi, responsable de l'église La Compassion, a rendu l'âme ce mercredi dans la matinée d'une manière inopinée. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session d'information sur la chaîne du repos. Madame, Monsieur, bonsoir. Le gouvernement Suminwa, désormais à l'œuvre, la première ministre a pris possession de son nouveau cabinet de travail. Judith Suminwa Tuluka est désormais locataire à la primature située dans la commune de La Gombe. Cela après la cérémonie de passation des responsabilités avec son prédécesseur Jean-Michel Samaloukonde ce mercredi 12 juin 2024. On en parle avec Patrick Issobongi-Sebokouma. Elle a pris possession de son nouveau cabinet de travail. C'est ici, à la primature, que Judith Suminwa Tuluka, première ministre chef du gouvernement, travaillera désormais pour le second quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Reçue par son prédécesseur Jean-Michel Samaloukonde, comme l'exige le protocole, Judith Suminwa a été conduite au jardin des premiers pour le vernissage de son buste. La première ministre a planté l'arbre symbolisant la prise de ses fonctions. Entretenu dans les normes, le jardin des premiers est considéré comme un haut lieu de préservation du patrimoine. Tous les bustes des locataires de la primature s'y trouvent. Œuvres des artistes tels que Alfred Liolo, Lema et j'en passe. Juste après, Judith Suminwa aura un tête-à-tête avec le désormais ex-premier ministre dans son nouveau bureau. Aussitôt, les deux personnalités rejoindront l'assistance dans la salle de réunion pour la cérémonie traditionnelle de passation de responsabilité. Signature du procès verbal de la cérémonie, échange des signataires sous l'ovation de l'assistance, poignée de main, Judith Suminwa Tuluka devient locataire de la primature. Avec 397 voix, le gouvernement Suminwa a investi ce mercredi 12 juin. C'était à l'issue d'une plénière marathon convoquée depuis le mardi à l'Assemblée nationale. La première ministre a ainsi présenté son programme quinquennal évalué à 277 000 milliards de francs congolais, soit 92,9 milliards de dollars américains. Rachel Adassaliwala. L'investiture est intervenue après une centaine d'interventions des députés nationaux, les uns pour enrichir et les autres pour critiquer ce programme détaillé durant des heures par la première ministre Judith Suminwa. Sur les 405 députés présents à la plénière, 397 ont voté pour et 6 se sont abstenus. Aucun député n'a voté contre. Établi en 6 piliers, 50 des axes et 326 actions, le programme quinquennal du gouvernement Suminwa, adopté ce mercredi, prévoit un financement quinquennal de 277 000 milliards de francs congolais, soit 92,9 milliards de dollars en ressources étatiques et non étatiques. Notons que 30% de ce budget quinquennal, soit 81 000 milliards de francs congolais, seront alloués au premier pilier, c'est-à-dire à la création des emplois et la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le taux d'échange. Par ailleurs, 20%, soit 55 000 milliards de francs congolais, seront affectés au pilier 2 qui concerne la sécurité intérieure et la protection du territoire national. En dehors de cela, 25%, soit 3,69 000 milliards de francs congolais, seront alloués à l'aménagement du territoire et 15%, soit 41,6 000 milliards de francs congolais, au pilier 4. L'accès aux ressources sociaux des bases, 5%, soit 13,9 000 milliards de francs congolais, seront affectés au pilier 5 relatif au renforcement de l'efficacité des services publics et 5% au pilier 6 pour gérer durablement l'écosystème de la République démocratique du Congo.
Bien avant l'investiture, la Première ministre a détaillé le programme 24-28 de son gouvernement. Dans le pilier 1, il est question de créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages. Dans ce contexte, 2 volets ont été arrêtés pour permettre au gouvernement d'atteindre cet objectif. Les détails, c'est dans ces propos recueillis par Patrick Issot. Pour atteindre les objectifs de ce pilier, l'action gouvernementale s'articule autour de 2 volets. La stabilisation du cadre macroéconomique, d'une part, et la poursuite de la transformation structurelle de notre économie, d'autre part. S'agissant de la stabilisation du cadre macroéconomique, le gouvernement entend mobiliser ses partenaires financiers et orienter son action économique pour mettre le pays dans une trajectoire émergente et mieux redistribuer les fruits de la croissance économique. Pour ce faire, le programme économique du gouvernement mettra en œuvre à court terme des mesures d'atténuation pour stabiliser le cadre macroéconomique et réduire le coût de la vie et celle d'augmentation des revenus, tant des travailleurs dans le secteur public que privé. Ce volet se décline en 3 axes stratégiques d'intervention, à savoir l'amélioration de la gestion des finances publiques dans une perspective de plus de transparence, plus d'efficience et plus de redevabilité. Le renforcement des instruments monétaires et de change et développement du système financier national et enfin la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles macroéconomiques pour stimuler l'investissement privé et améliorer le mécanisme de régulation des prix de produits alimentaires de grande consommation et des produits pétroliers. Une des importantes réformes dans le secteur financier et économique concerne la libéralisation du secteur des assurances. En effet, au cours des 5 dernières années, le secteur a pu produire des résultats probants et encourageants en faisant passer notre marché de l'équivalent de 70 millions de dollars en 2018 à plus de 320 millions de dollars à fin 2023. En vue de permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle de placeur institutionnel dans le financement de notre économie, dans la protection des investissements et l'amélioration du climat des affaires, ainsi que la protection sociale de nos compatriotes et de leur patrimoine, votre gouvernement travaillera activement dans ce secteur, notamment en accompagnant l'autorité de régulation et de contrôle des assurances dans ses missions. L'agression à laquelle fait face la RDC dans sa partie Est nécessite des mesures adéquates pour y mettre fin. C'est le 2e pilier de l'action du gouvernement de la République. Celui-ci est structuré en 7 axes stratégiques d'intervention possédant 4 thématiques liées à la paix et à la sécurité. Le condensé, c'est dans ses propos recueillis par Rachel Adassaliwala. Le 2e pilier de ce programme d'action du gouvernement entend apporter des réponses aux questions liées à la protection du territoire national et de la sécurisation de la population et de ses biens. Il est structuré en 7 axes stratégiques d'intervention qui recoupent 4 thématiques liées à la paix et à la sécurité, avec au total 56 actions pour un coût cumulé sur les 5 ans estimé à 55 400 milliards de francs congolais et une moyenne annuelle de 11 000 milliards de francs congolais, ce qui représente 20% du coût total de ce programme. Le premier axe stratégique de ce pilier concerne la poursuite de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Il poursuit un triple objectif qui concerne respectivement les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, la police nationale congolaise et les autres forces de défense et de sécurité civile. S'agissant des FARDC, votre gouvernement s'engage à assurer le financement et à opérationnaliser les actions et projets contenus dans la loi de programmation militaire en vue d'accroître
l'efficacité des FARDC dans l'accomplissement de leur mission, renforçant ainsi la protection et la sécurité de notre territoire et de sa population. Cet engagement implique la poursuite des recrutements au sein des FARDC en vue de rajeunir les troupes et de dégager les inactifs. Dans cette même lancée, votre gouvernement prend un double engagement. Le premier consiste à accélérer la mise en œuvre de la loi instituant la réserve armée de la défense et du document de politique de défense de la République démocratique du Congo. Le deuxième est celui d'élaborer un plan de financement détaillé en identifiant les besoins financiers spécifiques de chaque force de défense et de sécurité civile et en créant un plan financier précis pour chaque stratégie. Le gouvernement porte l'ambition d'aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. Pour ce faire, 8 axes et 41 actions sont envisagées. La chef de l'exécutif national en a donné tout le contour lors de son discours d'investiture. Regardez. Ce pilier intègre 3 principaux volets. Le premier porte sur la connectivité du pays. Le deuxième sur la numérisation de la société congolaise et le troisième sur l'habitat et le logement. La connectivité du pays sera assurée par plusieurs actions ciblées qui portent sur les investissements dans les infrastructures de transport pour favoriser la mobilité et développer des modes de déplacement multimodaux d'une part et d'autre part sur l'amélioration de l'accès aux services de transport et voies de communication. S'agissant des investissements dans les infrastructures, 11 projets phares ont été ciblés, dont 5 peuvent illustrer l'engagement de votre gouvernement à poser définitivement les jalons de la connectivité du territoire. Il s'agit notamment des actions suivantes. Lancer les travaux d'urgence des sections les plus abîmées des routes de commerce transfrontalier et d'interconnexion. Il s'agit notamment de la RN2, Bukavu-Chabunda-Kindu, la RN3, Bukavu-Walikale-Kisangani, la RN23, Zongo-Libenge-Gemena-Bumba-Akula, la RN5, Bukavu-Uvira-Baraka-Fizi, la RN27, Mahagi Bunia Komanda, RN4 Kisangani Buta et la RN16 Kisantu Kimvula Popokabaka. Réhabiliter et moderniser la voie ferrée reliant Lubumbashi à Ilebu. Accélérer la construction du port en eau profonde de Banana. Lancer et accélérer les travaux de construction et de modernisation des aéroports, notamment celui de Njili à Kinshasa, Kavumu à Bukavu, Boende dans la Chwapa et Bipemba à Bujimaï. Par ailleurs, votre gouvernement mettra en place un groupe de travail ad hoc qui comprendra les délégués de l'Agence congolaise des grands travaux, la cellule infrastructure du ministère des Infrastructures et Travaux publics, l'Office des routes, l'Office des voiries et drainages, le groupe d'études des transports, le comité de suivi du plan directeur des transports urbains de Kinshasa, chargé de proposer des mesures urgentes pour le désengorgement de Kinshasa, Matadi et de la RN1 dans le segment Kinshasa-Matadi. Il s'engage également à réhabiliter et entretenir 10 000 km de routes de desserte agricole par an à travers les 145 territoires en guise d'alignement à l'initiative présidentielle prioritaire concernant les routes de desserte agricole du PDL 145 territoires.
L'accès aux services sociaux de base est un droit fondamental pour tous les citoyens, a fait savoir Judith Souminois. C'est également un élément essentiel pour assurer le bien-être et la dignité de chacun. Le gouvernement qui tient à atteindre cet objectif a mis en place 5 volets qui vont se décliner en 12 axes stratégiques avec 53 actions. Quels sont ces volets et stratégies? La Première ministre en parle, CV. L'accès aux services sociaux de base est un droit fondamental pour tous les citoyens et est un élément essentiel pour assurer le bien-être et la dignité de chacun. Les projets, réformes et actions de ce pilier sont regroupés autour de 5 volets ou secteurs qui concourent à la promotion du capital humain. Il s'agit de l'accès à l'eau et à l'électricité, l'accès à l'éducation et aux soins de santé, l'accès à la culture et au sport, l'accès à la protection sociale et finalement l'accès à l'information. Ces différents volets se déclinent en 12 axes stratégiques regroupant au total 53 actions dont le coût cumulé sur les 5 ans est estimé à 41,6 000 milliards de francs congolais et une moyenne annuelle de 8,3 000 milliards de francs congolais. Ce qui représente 15% du coût total de ce programme. Le volet d'accès à l'eau et à l'électricité intègre 2 axes stratégiques. Dans le premier, il s'agit de garantir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement en investissant dans les infrastructures hydrauliques. Il intègre 4 objectifs spécifiques, à savoir élaborer un cadre institutionnel performant, capable d'assurer son rôle normatif et réglementaire et de protéger le droit de tout usager. Assurer un service public de qualité, créer les conditions favorables à l'engagement des opérateurs de qualité, mettre en place un système de régulation efficace, indépendant et financièrement viable. Le deuxième axe stratégique est la garantie de l'accès à l'énergie en investissant dans les infrastructures électriques. En effet, pour faire face aux innombrables défis de ce secteur, votre gouvernement s'engage à garantir un accès fiable à l'électricité pour tous les groupes sociaux. Pour ce faire, il prendra des mesures urgentes relatives à l'amélioration significative de la desserte en électricité dans les grandes villes. Le deuxième volet de ce pilier concerne l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Dans ces 2 secteurs, le gouvernement maintiendra l'engagement de continuer à améliorer le bien-être social de la population. Dans le secteur précis de l'éducation, l'engagement de votre gouvernement s'inscrit dans la poursuite et le parachèvement de la mise en place d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Au-delà de tout, le gouvernement entend renforcer l'efficacité des services publics. Ainsi, des mesures et pratiques sont mises en place pour y arriver. Quelles sont alors ces différentes mesures? La réponse est dans ces propos recueillis par Patrick Isobongesebokuma. Le 5e pilier de ce programme est dédié à l'impérieuse nécessité de renforcer l'efficacité des services publics. Ce pilier est structuré en 2 axes stratégiques. Le premier consiste à moderniser les services publics administratifs pour plus d'efficacité. Le deuxième entend parachever le processus de mise en œuvre de la décentralisation et de la réforme de l'administration territoriale. La modernisation des services publics administratifs pour plus d'efficacité a pour objectif de fournir à la population un service public de qualité et maîtriser le poids des dépenses du personnel dans le budget de l'État. Pour y arriver, votre gouvernement mettra en œuvre 5 actions spécifiques.
Mettre en place un programme de renforcement des capacités des agents de l'administration publique. Élaborer une politique salariale efficace. Poursuivre la rationalisation des services publics administratifs. Procéder périodiquement à l'évaluation et au mouvement des agents de carrière conformément à la loi portant statut des agents de carrière. Fournir des services publics de base par état civil, services de sécurité, de proximité, tels que la police communale, l'encadrement des enfants et des jeunes désœuvrés et en cas la marginalisation sociale, l'assistance aux familles et aux groupes sociaux les plus vulnérables. Sur un autre registre, votre gouvernement souhaiterait parachever le processus de mise en œuvre de la décentralisation et la réforme de l'administration territoriale. Pour y arriver, il s'engage à assurer le transfert effectif des compétences et de ressources aux provinces et aux ETD pour ainsi renforcer les capacités des acteurs de la décentralisation. Et pour clore ce chapitre lié au pilier, la RDC qui compte 155 millions d'hectares de superficie forestière doit savoir la gérer pour rester véritablement ce pays solution à la crise climatique. Ici également, des mesures solides sont mises en place pour y arriver. On parle de 5 axes stratégiques qui créeront à leur tour 50 000 emplois par million de tonnes dans les grandes villes productrices de déchets solides. Suivez plutôt ce discours de Judith Souminois. La mise en place des mesures solides dans ce secteur permettra à la RDC de jouer pleinement son rôle de leader dans les discussions internationales sur le changement climatique, tout en tirant parti des mécanismes appropriés tels que le crédit carbone, dont les recettes pourront être orientées vers la lutte contre la pauvreté. Il est impératif que la RDC saisisse cette opportunité pour mettre en valeur ses atouts naturels et contribuer de manière significative à la protection de l'environnement mondial, tout en favorisant son propre développement durable. Ironiquement, alors que les populations congolaises vivent dans leurs environnements, celui-ci est confronté à divers défis majeurs tels que la déforestation, la dégradation des sols et la pollution croissante par les déchets plastiques dans les zones urbaines. Il est évident qu'il est urgent de déployer des efforts considérables pour inverser cette tendance et lutter de manière durable contre ces effets néfastes, notamment les inondations, les érosions, les épidémies, entre autres. Pour parvenir à cet objectif, ce pilier met en place 5 axes stratégiques d'intervention, à savoir la poursuite des réformes stratégiques pour la gestion durable des forêts, pour mettre la RDC en situation de jouer pleinement son rôle de pays solution. La gestion durable des ressources en eau, au fin d'en assurer une gestion responsable et durable. La lutte contre le changement climatique, dont l'objectif spécifique consiste à honorer tous nos engagements internationaux relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone. L'amélioration de la gouvernance environnementale et l'assainissement dans les villes. Cet axe poursuit l'objectif de garantir un environnement de vie sain pour les Congolais, débarrassés notamment de toute pollution liée aux déchets plastiques. Il prévoit de créer 50 000 emplois par million de tonnes dans les villes grandes productrices des déchets solides, de mettre en place un mécanisme institutionnel national de gestion des déchets et enfin élaborer et mettre en œuvre un programme de municipalisation accélérée des villes. Et enfin, le 5e axe stratégique, c'est le développement rural équilibré à travers des programmes tels que, par exemple, le PDL 145 territoires.
Après l'investiture du gouvernement souminois à l'Assemblée nationale, les déplacés de Kwamouth crient au secours. La situation dans le camp de déplacés est devenue pire car il manque de tout. Ces déplacés appellent la première ministre à prendre à bras-le-corps leur situation. L'un des déplacés a été joint au téléphone par Rachel Adassaliouala. Depuis que nous sommes ici, nous avons totalisé 2 ans sans apport du gouvernement national ni gouvernements provinciaux. La situation ici est devenue pire. Aujourd'hui même, nous avons un déplacé qui vient de mourir. Le cadavre est à la morgue. Pas d'assistance. Nous-mêmes, nous cherchons des voies et moyens pour l'enterrer. Avec quoi? Trop de malades au site. Les enfants souffrent de la malnutrition. D'autres parents souffrent de l'hypertension. Pour les raisonnements, pas de soins. Nos enfants n'étudient pas à cause des frais. Si le gouvernement peut penser à nos enfants pour la gratuité. Nous demandons au gouvernement de venir vraiment à notre aide pour que nous puissions quitter ces milliers qui nous donnent des moyens possibles. Vraiment, nous souffrons. Si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Le gouvernement est maintenant en place. Qu'il vient nous donner des moyens pour que nous puissions quitter ces milliers. Sinon, nous allons terminer. En sécurité, une accalmie s'observe ce mercredi 12 juin dans la cité de Kanyabayonga au Nord Kivu. Cependant, les rebelles du M23 ont lancé hier mardi des bombes dans le camp des civils, chose que déplore la société civile de ce coin du pays qui a été jointe au téléphone par Rachel Adassaliouala encore une fois de plus. Pas d'affrontement ce mercredi 12 juin à la cité de Kanyabayonga entre les FARDC et les rebelles du M23. Cependant, de nouveaux combats avaient opposé les forces loyalistes au M23 mardi dans la cité de Mugotsi. La population déplore la manière de combattre des M23 qui lancent des bombes dans les camps des déplacés. Nos militaires FARDC continuent de pilonner les positions de M23. On note quand même l'avancée de nos FARDC qui gardent les positions initiales depuis la semaine dernière. L'agglomération de Boutalongola, les M23 ont déjà été délogés de ce côté-là. À Kilambo, le contrôle est parfait, total, par notre armée loyaliste. Près de Katekou, sur ce côté-là, l'armée semble être bien ragée pour ne pas permettre à l'ennemi de franchir la rivière et d'entrer dans le territoire de Walikale et Rutshuru. Sauf ce que nous regrettons, c'est de voir cet ennemi M23 à perte de vitesse et ne pas respecter le droit international humanitaire. Il continue à cibler des objectifs non militaires dans la commune de Kanyabayonga. Par exemple, le lundi, nous avons enregistré 6 bombes qui sont tombées dans la commune. Le mardi, on a enregistré 5 bombes. Et déjà, depuis que les attaques ou les affrontements ont commencé, nous sommes à plus de 10 personnes blessées par les éclats de ces bombes. Donc, on enregistre 2 personnes qui sont mortes. Nous appelons toujours les FARDC à éloigner davantage l'ennemi de la commune de Kanyabayonga. Ici, noté que les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à délocaliser les week-ends derniers les agresseurs dans plusieurs localités aux environs de Kanyabayonga. Et de l'autre côté, les communautés de l'Ituri sont appelées à éviter les déclarations divisionnistes en cette période où la province est dans sa phase de stabilisation. L'appel est des acteurs sociaux de cette province. Ils ont lancé le dit appel lors d'une déclaration faite le mardi 11 juin. Regardez. Des messages de haine et de division sont constatés au sein des communautés de l'Ituri de nature en mettant en cause l'unité de la province, chose que fustigent les acteurs sociaux de l'Ituri. Dans une déclaration, un de ces acteurs sociaux appelle à la cessation de ces actes barbares. Les communautés n'ont pas de problème. Nous savons qu'il n'y a jamais eu ouvertement la guerre déclarée contre les communautés. Mais maintenant, nous sommes allés donner les raisons à ceux qui disent que ce sont les différentes communautés, ou soit les différents notables qui instrumentalisent les différents groupes armés. J'ai peur que nous puissions donner raison à ceux qui disent ça. Mais ce que nous constatons à travers les différentes déclarations, les communautés, il faut des déclarations de ping-pong entre elles. Et au lieu de laisser ces groupes armés s'attaquer eux-mêmes,
Maintenant, ce sont les communautés qui défendent ces groupes armés. Alors ça nous fait peur et nous ne voulons pas que les communautés tombent dans ces pièges-là. Au lieu d'envenimer la situation, nous voulons que ces communautés puissent aider les autorités de l'état de siège, aider les autorités nationales, aider le gouvernement qui sera installé aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions voir comment nos fils et filles égarés peuvent vraiment abandonner les armes et puis rentrer dans la vie normale. Poursuivant son speech, cet acteur appelle au renforcement de l'effectif militaire dans la province. Nous avons besoin de renforts des militaires ici FARDC. Les policiers aussi, il faut qu'on les renforce, puisque vous voyez les tours, une grande province. Puisqu'on ne peut pas gagner seulement la guerre avec les hommes, il y a aussi les moyens logistiques, il y a aussi les moyens financiers, puisque l'armée budgétivore, d'une manière générale, puisse être vraiment prioritaire, qu'on donne beaucoup de moyens à ces gens-là, d'éléments de forces de sécurité. Le rétablissement de la paix de cette province dépend de la prise de conscience de ces communautés, a conclu cet acteur. En société, au total 86 disparus et plus de 100 rescapés. Tel est le bilan d'un naufrage qui a eu lieu dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 juin sur la rivière Kwa dans la province du Maïndombe. Joint au téléphone, le commissaire fluvial affirme que la navigation nocturne est l'une des causes de ce drame. Suivez. La noyade est survenue à 70 km de la cité de Moshi, chef-lieu du territoire portant le même nom. On parle de 2 embarcations qui ont quitté Moshi à 17h lundi 10 juin pour Kinshasa. C'est à 23h que l'une d'entre elles, en panne de moteur, s'est cognée. D'après le commissaire fluvial de la zone, la navigation nocturne serait l'une des causes de la naufrage. C'était la baleinière qui se nommait Saint-Étienne. La Saint-Étienne avait quitté Moshi pour Kinshasa. 2 km en amont de l'Éviba, ils ont connu un accident. À bord, il était au nombre de 271. Les disparus sont en général au nombre de 86. Ceux qui sont retrouvés, c'est au nombre de 185. C'est suite à la navigation nocturne. Ils naviguaient pendant la nuit. Alors, en arrivant à l'Éviba, ils ont commis une panne moteur. Suite à cette panne, la baleinière a été rapidement cognée, le bordure après avoir cogné, alors le 15 du carré de la baleinière était cassé. Suite à ça, ça a été provoqué aussi l'accident. Actuellement, l'embarcation chavirée se trouve complètement dans l'eau. Prenons à présent ce communiqué nécrologique. L'Église La Compassion informe l'Église Corps du Christ et l'opinion publique du décès inopiné de la servante de Dieu, Maman Blanche Odia Kandolo Tunasi, épouse du pasteur Marcelo Tunasi, survenue ce mercredi matin. Il a plu au Seigneur de rappeler l'âme de sa servante. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Pour la communauté, pasteur Bella Dewapu, Coco de Jésus, administrateur. Le communiqué a été fait à Kinshasa le 12 juin 2024. En dehors de nos frontières, avant de terminer, le gouvernement du Malawi a déclaré ce mercredi que le vice-président Saulos Chilima serait honoré par des funérailles dignes de son rang pendant 21 jours. Cela après sa mort mardi dans un accident d'avion avec 8 autres personnes, a Fermi Vita. 21 jours de deuil national ont été annoncés mardi par le président malawite, Lazarus Chakwera. Aussi, les drapeaux seront mis en berne dans tous les pays d'Afrique australe pendant la période du deuil. Plus que jamais, la disparition du docteur Chilima est d'un grand choc pour la population malawite. Dans chaque nation, nous avons toujours des dirigeants qui sont aussi des parents. Pas pour une personne, pas pour deux, mais pour de nombreuses communautés. C'est donc triste. C'est triste. Je sais qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'il y a un temps pour tout. Mais je dirais que c'est vraiment un moment triste pour nous. C'est triste d'entendre cette histoire, surtout pour la nation, étant donné que Saulos Chilima a fait beaucoup de choses ici au Malawi. En tant que vice-président, il a aidé beaucoup de gens, même le gouvernement actuel. Je suis sûr que sans Saulos Chilima,
nous aurions pu nous retrouver dans une autre élection. Signalons que la date de la mise en terre n'a pas encore été arrêtée, mais le président Chakwera a nommé un comité ministériel chargé de superviser les préparatifs des funérailles nationales. Et c'est par ici que se referme cette session d'information. En voici le rappel des grands titres. La première ministre Judith Suminwa a pris possession de son nouveau cabinet de travail ce mercredi 12 juin, après la cérémonie de passation des responsabilités avec son prédécesseur. Le gouvernement Suminwa a enfin investi ce mercredi. C'était à l'issue d'une plénière marathon convoquée depuis mardi à l'Assemblée nationale. Le vote a récolté 397 voix. Et cette triste nouvelle, Blanche Oziakandolo Tunasi n'est plus. L'épouse du pasteur Marcelo Tunasi, responsable de l'église de la Compassion, a rendu l'âme ce mercredi dans la matinée d'une manière inopinée. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de votre attention et à avoir accordé. Je vous retrouve demain avec le même et réel plaisir. Portez-vous bien.